Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette rencontre conférence et merci de nous avoir rejoints aussi nombreux. On est très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour ce rendez-vous qui est aussi le coup d'envoi de la communication autour d'un événement d'importance qui aura lieu cet été, une université d'été, un événement fédérateur, Climact, dont nous allons en apprendre davantage dans quelques instants avec Philippe Gilson qui en est à l'initiative. Alors pour ceux qui ont l'habitude de nos rencontres conférences en ligne maintenant depuis un an, vous le constaterez, changement de décor et changement de format. Aujourd'hui, on s'est vraiment mis au service de Climact. Voilà, on est très heureux avec Liège Créative de s'associer à cette dynamique positive, tournée vers l'avenir. Et Liège Créative, donc forum de l'Université de Liège, partage vraiment avec Climact cette ambition de mettre les acteurs en mouvement et de réfléchir à des innovations porteuses de sens et durables pour une société meilleure. Donc c'est vraiment des objectifs qu'on partage et des thèmes qui nourrissent très régulièrement notre programmation. Donc c'était très naturel et on est ravis de s'associer aujourd'hui à Climact. Alors, je l'ai dit, on est dans un autre décor. Nous sommes aujourd'hui chez Job at Skills, partenaire de Liège Créative, qui nous met à disposition son studio. Notre volonté, c'était que les intervenants soient proches les uns des autres, dans un même espace, donc sans écran. Généralement, avec Zoom, les orateurs sont eux-mêmes à distance. Aujourd'hui, la volonté, c'était qu'il n'y ait pas d'écran entre eux, que la parole soit fluide. Alors, vous qui êtes derrière vos écrans et donc de l'autre côté des ondes, on vous incite vraiment à être bien connecté avec nous et à réagir, puisque vous pouvez utiliser évidemment l'outil chat, soit sur Facebook, soit sur YouTube, pour interagir avec nous. Nous sommes plusieurs en coulisses, pas mal de nos collègues sont en coulisses pour lire vos réactions, répondre et les transmettre pour la séance de questions-réponses qui suivra les interventions. On ne pourra peut-être pas tout traiter, mais en tout cas, soyez bien réactifs avec nous. Je vais tout de suite entrer dans le vif de ce sujet, d'abord en donnant la parole donc, à Philippe Gilson qui est avec nous. Le thème qu'on a choisi pour cette conférence de lancement, donc le financement des projets d'entreprise durable, n'a pas été choisi par hasard. Votre volonté, c'était vraiment de mettre l'accent sur le fait que Climact a une vocation à déboucher sur des projets concrets. Et donc, il y a des projets concrets, se posera une question de financement. Je pense que c'est vraiment ça le... Oui, en fait, l'idée de Climact, elle a émergé il y a un peu moins de 2 ans, pendant les grandes marches de 2019 pour le climat. Et là, on a vu qu'il y avait une mobilisation très forte, une prise de conscience très forte de nombreux acteurs en Belgique. On se souvient à Bruxelles, à Liège, les dizaines de milliers de personnes dans les rues. Et donc, on a créé cette ASBL qui s'appelle ACT. Alors, c'est un acronyme, ça veut dire Agir pour le climat et la transition écologique et solidaire. Donc, le premier mot, c'est le mot agir. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire passer tous ces gens qui se sont mobilisés pendant ces marches pour passer du mode protestation à un mode d'action. Donc, ce qu'on essaie de faire avec Climact, c'est vraiment de mettre en place un cadre pour permettre à un grand nombre de ces personnes, et en particulier des jeunes adultes, de faire cette transition du mode protestation au mode action. Donc pour ça, on a vraiment essayé de cibler notre action sur 2 axes principaux pour ne pas se disperser. Le climat, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'une part, et d'autre part la justice sociale, parce qu'on sait et on voit que l'un ne pourra pas se faire sans l'autre. Et en plus, c'est un impératif moral. On ne peut pas faire une transition écologique sans embarquer tout le monde et créer des injustices supplémentaires. Donc, ce sont vraiment les 2 piliers sur lesquels on va s'appuyer. Et donc, la conclusion logique de ça, eh bien, c'est qu'on va essayer de lancer ou de favoriser le lancement de projets, mais dans le cadre de l'économie sociale, puisque c'est vraiment l'intersection entre l'activité et la justice sociale. Ok. Et donc, concrètement, pour les auditeurs qui découvrent peut-être Climact, qu'est-ce que ça va être? Alors, Climact, c'est un projet d'abord qui est porté par une trentaine de bénévoles ici à Liège. Et donc, ce qu'on est en train de préparer, c'est une université d'été qui va durer 2 semaines, donc 15 jours, du samedi 3 juillet au dimanche 18 juillet, en présentiel sur le campus du Sartillement, donc sur les hauteurs de Liège, en présentiel, avec donc une centaine de jeunes qui vont d'abord, pendant la première semaine, recevoir de l'information, beaucoup de connaissances à travers 18 cours et 12 tables rondes. Donc les cours plutôt académiques, plutôt du transfert de connaissances, et les tables rondes plutôt du transfert d'expérience, des témoignages de personnes de terrain qui vont vraiment pouvoir expliquer comment, au quotidien,
elles permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui fonctionne moins bien. Donc la première semaine va se terminer le samedi par des visites de terrain qui vont encore donner des connaissances plus pratiques sur toute une série de thématiques. Donc la deuxième semaine, elle est consacrée à l'émergence de projets sur 8 thématiques. Et vous allez voir tout de suite, c'est vraiment ciblé sur le climat, puisqu'on va parler d'énergie renouvelable, on va parler d'écomobilité, de rénovation des bâtiments, d'écomobilité, on va parler d'éducation, de finances, de reforestation. Donc ce sont vraiment des sujets qui sont tous ciblés sur cette thématique et qu'on va croiser avec cette ambition de justice sociale. C'est ça, et déboucher donc sur des projets concrets. C'est là, concrets. En termes de ces 15 jours-là, et voilà. surtout des ateliers de la seconde semaine. Tout à fait. Et alors le dernier jour, il y aura des présentations du fruit du travail. Donc c'est un processus un peu similaire au climaton pour ceux qui connaissent, mais sur 2 semaines. Et donc le dernier jour, il y a des présentations des projets à un panel d'experts qui vont venir donner leur avis, les conseils, pour alors passer dans la phase suivante, qui est la concrétisation des projets, qu'on espère vraiment voir se réaliser au-delà de l'université d'été le 18 juillet. Ok, alors vous l'avez dit, elle s'adresse aux jeunes. Mais vous pouvez préciser un peu qui peut s'inscrire à cette université d'été? Alors, on a un public cible, on a évoqué 20-35 ans qui nous paraît être vraiment notre priorité, mais on n'a pas des barrières imperméables. Donc, il y a des personnes qui s'inscrivent déjà dès aujourd'hui et qui sont en dehors de cette fourchette d'âge. Donc, effectivement, ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont motivés et puis un certain nombre de personnes qui seraient dans cette posture d'entrepreneur, qui seraient prêts à prendre en charge un projet et se dire pourquoi pas me lancer au terme de cette université d'été et en faire ma carrière. Donc l'idée, c'est bien de déboucher sur des activités concrètes dans le cadre de l'économie sociale, donc pourquoi pas des coopératives, pourquoi pas des ASBL, autoporteuses financièrement pour ne pas sans arrêt être financées par l'argent public, mais pas non plus dans une démarche de profit, plutôt une démarche d'impact maximum au niveau du climat et de la société. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment très attentif à ce que l'université d'été ne soit pas une fin en soi, c'est vraiment un moteur, un accélérateur pour que des projets adviennent et il y a une recherche d'impact, vraiment. Oui. 3 piliers, je pense, particuliers. Oui, alors effectivement, donc on travaille pour le moment avec 3 incubateurs partenaires qui vont nous aider d'abord à construire le programme entrepreneurial et puis accompagner ces projets au-delà, dans un cadre assez classique d'incubateur, dans lequel nous, on va continuer à apporter une aide, notamment en termes d'expertise sur les thématiques climat et justice sociale. Et donc, l'impact très concret qu'on recherche, premièrement, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, et de le faire de façon très ambitieuse. Donc, le but n'est pas de faire des projets colibris, des petits projets dont on sait qu'il en existe déjà énormément, et on ne veut pas se mettre en concurrence. On encourage ces projets, mais on sait que l'impact est quand même relativement limité. Et donc, ce qu'on essaie, c'est de faire des projets avec un impact plus fort. Donc, ce qu'on entend par là, c'est on a mis la barre très haut. On demande à chaque projet d'essayer d'éviter 10 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année. Alors, c'est quoi 10 000 tonnes? Ça ne nous parle pas nécessairement. Il faut savoir qu'un Belge, en moyenne, émet un peu moins de 10 tonnes par an. Donc, 10 000 tonnes, c'est à peu près effacer les émissions de 1000 Belges chaque année pour chaque projet. Et donc, vous voyez que l'impact est quand même considérable, d'autant qu'on n'a pas l'intention de faire cette université d'été une fois, mais de la répéter chaque année. Donc, le deuxième impact, c'est plutôt l'impact justice sociale. Donc là, l'idée, c'est de chercher des stratégies qui aient un impact sur tous les publics, y compris les moins favorisés, de ne pas se réserver à une élite qui serait la plus lucrative. On n'est pas dans cette logique-là. On est dans une logique d'essayer de faire bénéficier tout le monde. Et puis au niveau de l'activité économique, le troisième pilier, c'est créer des emplois, et créer des emplois, pas uniquement des emplois avec des hauts niveaux d'éducation, mais aussi avec des niveaux de qualification relativement faibles. Et vous retrouvez à tous les niveaux donc cette marque de la justice sociale qui est recherchée dans ces projets. Okay. Donc cette conférence inaugurale, elle ouvre vraiment la voie à une longue suite de réflexions, et donc le projet va perdurer même sur plusieurs années en fait. Ce ne sera pas un one-shot. L'intention, c'est de chaque année refaire cette université d'été en Belgique francophone, probablement de la faire tourner d'une ville à l'autre. C'est un petit peu comme en permaculture, il faut faire des rotations pour ne pas épuiser le terrain. Et si la formule fonctionne, on verra ça à la fin de l'été, pourquoi pas dupliquer, répliquer et créer des universités SME pour créer des universités d'été ailleurs en Europe et créer un réseau international. Alors peut-être juste encore repréciser les infos très pratiques. Donc ça va se passer sur le campus du Sartillement cette année. Pour revenir à l'édition
voilà, qui est la plus proche, Oui. en juillet. Du 3 juillet, vous vous rappelez les dates? Donc le samedi 3 jusqu'au dimanche 18 juillet, c'est Voilà. au campus du Sartillement. Et on s'inscrit comment? Enfin, est-ce qu'il y a une participation aux frais? Comment est-ce que ça fonctionne pour ceux qui seraient intéressés? Donc on s'inscrit sur le site internet de Climact, donc www.climact.org. C'est affiché. Okay. On le réaffichera. Et effectivement, il y a une participation aux frais. Donc nous, pour le moment, on travaille pour essayer de minimiser cette participation aux frais, mais elle est quand même fixée à 450 €. Alors c'est à la fois peu et beaucoup, c'est quand même 15 jours en présentiel avec toute une organisation derrière, mais on a le soutien notamment de l'Université de Liège, de la Fondation Bois-Baudouin, on les en remercie. On a beaucoup d'aides bénévoles. On est encore à la recherche de sponsors, donc j'en profite pour passer un petit appel. C'est dit. Voilà, et donc on donne rendez-vous à un maximum de jeunes adultes à partir du 3 juillet. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 avril. Ok, ça sera rappelé encore. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Merci beaucoup, M. Gibson. C'était vraiment une belle occasion de pouvoir présenter Climact. Je vais céder moi directement la parole maintenant à Hugues Dorzet, que je remercie. Hugues Dorzet qui est rédacteur en chef du magazine Demain Imagine le Monde et qui a accepté d'introduire le sujet de ce midi, et il sera aussi le modérateur de l'échange entre les deux intervenantes. Je lui cède tout de suite la parole. Merci Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue dans cette conférence interactive Financer les projets d'entreprise durable. Alors qu'est-ce qu'une entreprise durable? Comment la financer? En quoi ces entreprises peuvent-elles être au service d'un modèle économique plus juste et plus résilient? Comment peuvent-elles aussi contribuer à répondre aux urgences présentes et à venir? Rupture climatique, on en a parlé là maintenant, déclin de la biodiversité, montée des inégalités sociales, crise des démocraties. En quoi finalement ces entreprises du XXIe siècle sont-elles vertueuses, innovantes, créatrices d'emplois, de bien-être, au service de l'intérêt général et aussi porteuses d'espoir citoyen? Pour en parler aujourd'hui, en fait, on aura deux oratrices de qualité. On aura d'abord Sybille Mertens, qui est donc bien connue dans le milieu, docteur en sciences économiques, directrice de recherche au Centre d'économie sociale et chargée de cours à HEC, École de gestion de l'Université de Liège. Elle est aussi titulaire de la chaire Serra et spécialiste sur les questions d'économie et d'entreprise sociale. Elle se présente comme une économiste engagée pour une économie sociale, solidaire, coopérative, durable. Elle a été candidate aux élections régionales de 2019 sur la liste du parti écolo. Voilà, la première, ce sera Sybille Mertens qui donc vous prendra la parole pour présenter un peu cette question de financer les projets d'entreprise durable. Et ensuite, on accueillera Flora Kokowski, donc, qui est depuis 6 ans la directrice générale de l'agence Walter, anciennement Sowexom, donc la société wallonne d'économie sociale marchande. C'est donc une entreprise publique au service des entrepreneurs qui ont envie d'investir précisément dans une économie durable et qui est centrée sur l'humain et qui soutient aussi les projets coopératifs. Alors depuis 25 ans, Walter, elle le rappellera tout à l'heure, mais 140 entreprises en portefeuille, plus de 7000 emplois, 15 000 coopérateurs investis et 75 millions d'euros aussi dans ce secteur. Donc voilà, l'une et l'autre vont venir nous faire une présentation que je ne doute pas sera très intéressante. Et après, je vous retrouverai pour échanger à partir de vos questions, interrogations. Donc n'hésitez pas, comme l'a dit Delphine, d'interagir via Facebook et via la page YouTube donc, de cette conférence. J'invite Sybille à prendre la parole et on vous rejoint tout à l'heure. Merci beaucoup Hugues pour cette introduction. Je lance le petit support qui va nous accompagner. Voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir parler d'une ère de la guerre, hein, parce qu'une chose est de dire on a l'ambition d'avoir des projets qui sont durables, mais l'autre est de voir, au fond, est-ce qu'on rêve quand on pense financement de ces projets? Est-ce qu'il est possible pour nous de trouver de manière raisonnable une offre de financement qui correspond à l'ambition que nous pourrions avoir, tant sur les aspects climatiques que sur les aspects environnementaux? Donc, on est en train de se demander si on peut financer les projets durables. Et donc, nous avons effectivement une réflexion à avoir sur la durabilité des projets. Et un projet durable, en gros, c'est un projet qui se repère
parce que c'est un projet qui est dans l'air du temps et nous avons différents signes qui viennent de la part de la Commission européenne, de la part des objectifs du développement durable, qui sont signalés aussi par les banques, par le fait que les banques désormais font une analyse des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ça veut dire que tout le monde en parle. Maintenant, tout le monde en parle, mais comment peut-on repérer ces différents projets? Mais je pense qu'on peut les repérer par trois moyens. Le premier moyen par lequel on peut probablement le repérer, c'est en utilisant la branche d'activité. Nous savons que les projets aujourd'hui durables, eh bien, on va les retrouver dans des branches où il y a un enjeu de durabilité. Et cet enjeu de durabilité, c'est celui qui est lié à l'énergie, à la question de la gestion des communs, aux questions de mobilité, aux questions de l'immobilier, par exemple. Mais on peut aussi repérer les projets durables à travers les processus. Et ces processus, en fait, c'est les manières de faire différentes que l'on va observer dans les entreprises. Par exemple, le fait que des entreprises vont poser des choix d'ancrage local et de recours au circuit court, vont poser des choix d'économie circulaire et de gestion des flux différentes, ou poser des choix, par exemple, de renoncer à une économie de propriété pour aller vers une économie de fonctionnalité, ou encore, hein, comme Philippe Gilson le signalait tout à l'heure, avoir une entreprise qui est plus branchée sur des questions d'inclusion plutôt que d'exclusion, et par exemple de création d'emplois pour des personnes peu qualifiées. Mais pour moi, je pense qu'au-delà de l'aspect branche d'activité ou processus, il est intéressant aussi de regarder plutôt les objectifs, pouvoir comprendre en réalité qu'un projet durable, c'est un projet d'activité économique, mais qui va aussi avoir une ambition, soit de réduire les externalités qui seraient négatives, c'est-à-dire les effets négatifs qu'une entreprise peut avoir sur son environnement. On a parlé du climat, mais on peut parler aussi de la pollution, de l'épuisement des ressources naturelles, ou encore un projet qui va avoir pour ambition d'augmenter ce qu'on appelle les externalités positives. Les externalités positives, c'est la recherche de cohésion sociale, c'est le fait qu'on va avoir un projet qui va aider sur les questions de santé, les questions d'éducation, les questions plutôt de ramener la paix dans notre environnement. Globalement, les projets durables, on les repère également parce qu'ils réduisent l'exclusion ou les inégalités, ou que ce sont des projets qui se développent sur des territoires avec la possibilité d'améliorer la résilience de nos territoires, et on sait combien c'est important aujourd'hui, et on l'a vu notamment dans cette période de crise Covid. Alors, au-delà du fait que ce sont des projets qui partagent donc cette ambition d'avoir un effet positif sur la société, je crois qu'il faut se rendre compte aussi que ce sont des projets qui sont portés par un continuum d'entreprises, c'est-à-dire des projets qui vont à la fois mener des activités économiques qui combinent un impact social et un rendement financier, mais on va avoir une diversité d'entreprises qui vont pouvoir se saisir de cette question-là. Et cette diversité d'entreprises, en réalité, on va la repérer sur ce qu'on pourrait appeler un continuum qui permet de regarder comment ces entreprises ajustent le curseur impact sociétal, rendement financier. À gauche du graphe, je pense qu'on va retrouver toutes les entreprises pour qui la durabilité est une finalité inscrite dans leur gène et qui d'ailleurs vont généralement utiliser une forme juridique qui va pouvoir protéger cette finalité. On va retrouver notamment des ASBL et puis peut-être des coopératives qui ont soit une volonté d'avoir seulement un impact sur la société, soit une combinaison d'un impact qui reste prioritaire avec une dimension financière qui peut être secondaire. À droite du graphique, on va retrouver aussi des entreprises qui visent la durabilité, en général plutôt pour une question d'opportunité, c'est-à-dire on peut se positionner sur le marché de la durabilité avec plutôt la recherche d'un impact financier premier, et puis d'un impact sur la société que l'on recherche également. Donc vous avez probablement entendu parler de cette nouvelle forme de reconnaissance de société à impact, on appelle ça les B Corporations, mais on peut imaginer aussi d'autres PME pour qui la question de la durabilité serait également un enjeu. C'est important de se rendre compte de cette diversité parce qu'on verra que les formes de financement qui peuvent soutenir la durabilité seront sans doute des modalités chaque fois adaptées aux ambitions des entreprises. Alors pourquoi, et c'est la deuxième étape de notre raisonnement, pourquoi quand on constate qu'il existe ce type d'entreprise, faut-il réfléchir différemment pour les modèles de financement? Mais je pense que comme toute entreprise, en réalité,
Les entreprises durables, elles ont évidemment à couvrir leurs coûts de production par des revenus, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais elles ont un deuxième enjeu, c'est qu'il va falloir effectivement trouver des moyens de financement pour couvrir tout ce qui est besoin lié aux investissements ou à la gestion de la trésorerie. Et là, on rentre dans la difficulté. Pourquoi ? Parce que les projets d'entreprises durables, en fait, sont des projets qui vont en général, avoir une promesse qui est peut-être moins alléchante sur le papier pour les financeurs. Pourquoi ? Ce sont des projets qui, en général, vont être plus risqués, plus de risques parce que ce sont des projets qui vont parfois devoir réaliser des investissements assez conséquents, qui viennent en réalité sur des secteurs d'activité où parfois il faut reconstruire toute une filière, où les infrastructures ne sont plus existantes. Si vous pensez par exemple à l'alimentation ou à l'énergie, on est sur des projets de grande taille. Ce sont des projets aussi qui sont innovants et donc on parle de modèles disruptifs, c'est-à-dire des projets qui vont devoir convaincre alors même qu'ils n'existent pas encore sur nos territoires. Et ça c'est évidemment facteur de risque. Et enfin, ce sont des projets aussi qui vont parfois s'appuyer sur des changements de comportement des consommateurs, clients ou peut-être même des fournisseurs. Et donc, il y a un risque que ces projets arrivent sur des marchés qui ne sont pas encore mûrs. Et donc, on pense que ce n'est pas seulement l'entreprise qui doit réussir, c'est l'entreprise dans son environnement en convainquant des clients et des fournisseurs, par exemple. Par ailleurs, à côté du risque, il y a aussi la question du rendement. Je pense qu'il faut distinguer trois types de situations. Ces projets plus risqués, parfois, sont immédiatement rentables à court terme, et là, la question du financement ne pose pas vraiment de questions très spécifiques. Mais par contre, on a des projets qui vont plutôt promettre du rendement à moyen terme parce qu'ils vont permettre une économie de coûts ou parce qu'ils vont progressivement être reconnus par les consommateurs, par les pouvoirs publics, ce qui amènera des ressources. Et donc, s'il y a du rendement à moyen terme, ça devient déjà moins directement intéressant pour un financeur. Et enfin, on a des projets pour qui la rentabilité, en réalité, est limitée parce que c'est dans le choix du projet de mieux répartir la valeur ajoutée entre différentes catégories et pas seulement vers les investisseurs. Quand par exemple vous pensez au secteur agroalimentaire, il est certain que les décisions qui sont prises dans les structures qui aujourd'hui font de la distribution de produits de circuit court sont des décisions qui vont pour à la fois protéger le producteur, fournisseur, avec un bon prix d'achat, et en même temps essayer d'être accessible pour des consommateurs sans exagérer sur le prix de vente. Ce qui veut dire que la marge que les distributeurs vont prendre est moins importante, ce qui signifie un rendement moins important, y compris à long terme. Alors, donc on a différentes cas de figure sur le rendement. On sait que les projets sont plus risqués. Tous ces projets, en réalité, amènent sur la table, à côté du fameux couple risque-rendement traditionnel dans les questions de financement, ces projets amènent sur la table la promesse d'un impact. Et cette promesse d'impact, je pense que c'est ça qui va, d'une part, attirer certains financeurs et d'autre part, rassurer ceux qui prennent des risques et qui acceptent un rendement plus faible. Alors, qui sont ces financeurs qui, en fait, pensent à long terme ou qui acceptent en tout cas de penser à long terme et qui, à court terme, sont capables d'avoir cette prise de risque sur les épaules et qui acceptent de compenser cela par un impact. Alors je pense que c'est intéressant de pouvoir regarder un panorama et je pense qu'on va regarder 4 catégories de financeurs, 4 catégories de financeurs potentiels. La première catégorie qui est importante à signaler, c'est celle des citoyens investisseurs. Alors ces citoyens investisseurs, en gros, ils peuvent prendre des participations directes dans les entreprises ou ils peuvent prêter aux entreprises durables de manière directe sur une initiative personnelle en entrant en contact avec les entreprises. Il est clair que c'est intéressant dans ce cas de figure-là d'avoir de l'aide, notamment à travers, par exemple, un label. Le label Fairfin, c'est un label qui aujourd'hui existe sur le marché, qui est proposé par l'organisation Financité et qui permet de dire aux citoyens, on a screené et cette entreprise-là, elle est durable. On a aussi des mécanismes de plateformes de crowdfunding qui sont particulièrement intéressantes puisqu'elles vont mettre en relation les citoyens qui souhaitent investir avec les projets. J'ai repris ici les 2 plateformes qui sont les plus connues, les plateformes spécialisées qui sont les plus connues dans notre paysage.
c'est l'ITA, l'ITA qui propose de mettre en contact les citoyens investisseurs avec des projets, avec des promesses de rendement derrière ces possibilités d'investissement. Et puis c'est Econova qui propose plutôt du crowdlending, donc là on est dans des mécanismes de prêt. Et ces mécanismes de prêt, en réalité, ça permet aux gens de mobiliser leur épargne tout en ayant un certain rendement et en étant assurés par Econova d'être mis en contact avec des projets. Alors pour le moment, principalement chez Econova dans l'énergie et dans l'immobilier, mais je sais que cette structure envisage d'aller vers du financement d'autres types d'entreprises. On a aussi la possibilité, en tant que citoyen, de recourir à ce qu'on appelle des investissements indirects, c'est-à-dire vous pouvez, en tant que citoyen, investir dans ce qu'on appelle les fonds d'impact investing. Ce sont des fonds qui sont gérés par des gestionnaires de fonds qui vont veiller eux-mêmes à investir dans des entreprises durables. Dans ces fonds d'impact investing, on a deux grands modèles. Un premier modèle, ce sont des fonds pour lesquels il faut déjà avoir une certaine capacité d'investissement. Les tickets d'entrée, comme on dit, sont assez élevés et ils vont vous promettre en retour un rendement qui oscille entre 4 et 7% à peu près. Et puis vous avez les fonds d'impact investing qui sont organisés en forme coopérative et où là, le citoyen de base a plus vite accès puisque vous pouvez investir souvent à partir d'une centaine d'euros. Dans les deux cas, ces fonds vont veiller à soutenir des projets qui sont des projets d'entreprise durables. En général, les fonds coopératifs soutiennent des entreprises coopératives. Alors ici, vous avez une liste de noms. Donc, dans les fonds d'impact investing, par exemple, vous avez SI Square Fund, qui est plutôt dans la mouvance de Pete Colruyt, ou le fonds Change, qui est lié à l'organisation Credal. Et dans les coopératives, on recite Credal, Citizen Fund ou Fincommon. À côté de ces financements amenés par des investisseurs privés, majoritairement citoyens, c'est vraiment intéressant de pouvoir citer les invests publics. On sait que les invests publics, en Wallonie notamment, ce sont vraiment des acteurs proactifs du financement de nos PME. Mais je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, si les invests publics sont présents dans des secteurs à enjeu de durabilité, aujourd'hui, dans leur politique d'investissement, dans leur politique de prêt, on ne sent pas encore une attention résolue aux projets d'entreprise durable, à l'exception de Walter. Walter, donc, qui va aujourd'hui être représenté par Madame Kokowski, qui va vous présenter cette organisation. Walter, qui est une solution de financement pour des entreprises durables qui placent la durabilité en finalité première. Alors c'est intéressant évidemment de compléter ce paysage-là par l'acteur qui est aussi incontournable, qui est l'acteur bancaire qui va pouvoir compléter l'offre de financement auprès des entreprises durables. Et je dis compléter pourquoi? Parce que je pense aujourd'hui que dans le paysage bancaire, nous n'avons pas d'acteurs qui acceptent de prendre des risques vraiment importants. Et donc on va toujours les sentir comme co-acteurs à côté des autres catégories d'investisseurs qui, eux, auront pris plus de risques et les banques seront là pour des prêts, mais des prêts qui, généralement, demanderont beaucoup de garanties. Je pense que c'est intéressant de sortir du lot peut-être Triodos qui se positionne en tout cas comme la banque qui va refuser de financer certains types d'entreprises et qui donc a probablement une politique de prêt qui est un peu plus claire que les autres. Et puis on suivra avec attention la présence de Newbie, qui est le nouveau challenger, qui n'est pas encore présent dans le financement des entreprises, mais qui pourrait à terme avoir une attitude qui s'approcherait de celle des coopératives. Alors je voudrais terminer cet exposé en disant que si on a compris que les entreprises durables, c'est un continuum, que les acteurs du financement, en réalité, ils sont multiples et ils n'ont pas tout à fait tous la même offre à proposer, je crois qu'il est important de se poser 4 questions cruciales au moment de choisir ou en tout cas de penser à notre financement. La première question, elle est centrale et vous devez savoir au fond, votre relation à la durabilité, c'est quoi? Est-ce que vous êtes en train de rechercher principalement de l'impact? Ou même quasi seulement de l'impact? Est-ce que vous êtes en train de chercher une combinaison et vous mettez l'impact en premier? Ou est-ce que pour vous, la durabilité, c'est un marché et vous allez aussi travailler sur les questions d'impact? C'est important parce que dans la discussion que vous allez avoir avec votre financeur, évidemment, il va falloir négocier et c'est important de parler la même langue.
La deuxième question, elle est très classique. Là, c'est la question qu'on va se poser en général quand on cherche à financer une entreprise. Bien réfléchir à ses besoins de financement et à sa capacité, évidemment, de payer le coût de ce financement. Les deux dernières questions, elles sont très importantes et elles ne sont pas si faciles à résoudre. C'est la question de la comparaison entre les formules. Tant au niveau des coûts que des apports que peuvent comporter ces différentes formules, il faut bien réfléchir au-delà de l'aspect seulement financier. Du point de vue du coût, il y a évidemment le coût financier de la formule. Est-ce que je vais devoir payer un intérêt? Est-ce que je vais devoir distribuer des dividendes? Donc ces questions-là, il faut se les poser. Mais au-delà du coût simplement financier, ne négligez pas ce qu'on appelle les coûts de transaction, c'est-à-dire le temps que ça va vous prendre d'être en négociation avec vos financeurs potentiels, les informer, les convaincre, pouvoir réaliser les transactions de prêt ou de prise de participation. Il ne faut pas sous-estimer ça. Il ne faut pas non plus sous-estimer les exigences que peuvent avoir vos financeurs, notamment en termes de garantie ou de présence dans le pilotage de votre entreprise. Et enfin, il ne faut pas négliger ce que les économistes appellent l'effet d'éviction ou le crowding out effect, l'idée que recourir à certaines sources de financement pourrait vous empêcher de recourir à d'autres. Je vais prendre un exemple. Si vous allez chercher aujourd'hui du financement par un investisseur qui attend un rendement, ce sera difficile de venir après chercher le citoyen à qui vous direz vous n'avez pas besoin de rendement. Il faut essayer d'être aligné sur ce qu'on offre à nos différents financeurs. Du côté des apports, la réflexion est aussi plus complexe. Vous allez avoir de l'apport monétaire, mais il faut poser la question du timing. Est-ce que vous avez le temps d'attendre? Est-ce que vous avez le temps de construire la relation avec votre financeur? Est-ce que vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier? Est-ce que vous protégez votre indépendance? Est-ce que votre financeur vous apporte seulement du financement ou aussi du conseil? Est-ce qu'il met à votre disposition un partenariat? Et enfin, est-ce que en vous finançant, auprès de certains financeurs, est-ce que vous n'avez pas la possibilité d'avoir un effet multiplicateur, un effet levier, parce que, par exemple, Walter vous accompagne, vous obtiendrez plus facilement le financement des banques. Donc, je pense que c'est crucial de se poser ces 4 questions. Et je voudrais terminer avec ça, vous remercier de votre attention. Et puis, je vais laisser la parole à ma collègue Flora Kokowski qui va venir vous présenter une des organisations du Panorama et vous présenter l'offre et vous montrer en quoi elle a peut-être quelque chose de spécifique dans le paysage. Je vous remercie. Bonjour à tous et merci pour l'invitation à cet événement, au lancement de cet événement qui a l'air extrêmement prometteur. Donc, voilà, moi je vais vous parler d'un outil que Madame Mertens a cité, donc qui s'appelle Walter, et peut-être tenter de vous expliquer en quelques mots pourquoi Walter est un outil particulièrement adapté à financer les entreprises sociales, les entreprises durables, pardon. Alors, je voudrais juste revenir en fait sur la définition que Sybille Mertens a donnée de l'entreprise durable. Donc, elle a parlé donc d'une entreprise qu'on repère ou qui se distingue par différents éléments. Donc, c'est des entreprises qui mènent une activité économique. Ce sont des entreprises qui visent un impact sociétal et aussi un rendement financier. Et que, en fait, ces objectifs dont on parle, donc ces impacts, ce seront des impacts à la fois sociaux et à la fois environnementaux. Dans l'introduction, on a parlé évidemment, on parle de climat, donc d'objectifs environnementaux, mais on a aussi parlé de justice sociale. Et ces impacts visent à augmenter la résilience des territoires, mot qu'on a beaucoup entendu et qui est devenu très très important à l'occasion de cette crise. Ce sont aussi des activités qu'on appelle utiles, en fait, qui se destinent qui répondent en fait à des besoins des citoyens et des territoires, et on a parlé de la manière dont on mène ces activités et de ces processus, donc du circuit court, de l'inclusion, etc. Et donc nous, chez Walter, on a une certaine expérience dans ces entreprises durables, puisqu'on estime qu'il y a un cadre juridique idéal pour ces entreprises. C'est celui de la société coopérative. Alors c'est évidemment, mon propos n'est pas de dire que c'est le seul cadre juridique pour les entreprises durables, mais en tout cas c'est un cadre juridique sur lequel il vaut la peine
d'être analysé dans le cadre de sa durabilité. Je reprends juste quelques caractéristiques des entreprises coopératives. Alors, les entreprises coopératives, d'abord, c'est des entreprises économiques, donc qui mêlent des activités économiques. C'est des entreprises qui créent de la valeur et qui doivent être pérennes. Deuxièmement, ce sont des entreprises qui ont un ancrage local assez fort et qui développent des activités qui sont utiles à leur territoire. Troisièmement, ce sont des entreprises qui sont collectives, donc elles sont développées par une, pas dire une multitude, mais en tout cas par plusieurs parties prenantes qui s'intéressent au projet parce que ce projet, en fait, elles y trouvent une utilité, qu'elle soit une utilité pour leur propre activité, mais aussi peut-être une utilité sociale ou sociétale. Et ce sont des entreprises aussi qui, dans leurs objectifs, fonctionnent un peu différemment. En tout cas, les entreprises, elles doivent gagner de l'argent. La différence, c'est ce qu'elles font cet argent. En fait, que font-elles de cet argent? Elles le réinvestissent prioritairement dans leur activité et dans leurs objectifs. Il me semble qu'en ayant évidemment énoncé ces principes de la société coopérative, eh bien, on répond en fait à cette question de dire quel est le modèle économique que je souhaite aujourd'hui pour la société. Eh bien, je veux un modèle économique qui soit plus juste, qui soit plus résilient, qui soit plus durable. Eh bien, je pense que la société coopérative y répond. Il y a également d'autres éléments qui nous permettent en fait de justifier ce choix de société coopérative, mais d'abord c'est parce que c'est un modèle éprouvé. Alors la coopérative, elle existe depuis la nuit des temps, mais elle revient aujourd'hui en force. En force parce qu'en fait, elle répond à cette tendance sociétale, elle répond aux besoins de créer des entreprises différentes et elle inscrit en fait ces besoins dans un cadre juridique qui est tout à fait connu. Et qui a été d'ailleurs redéfini par le Code des sociétés et par les différents agréments. Je ne vais pas m'étendre sur les agréments, mais ces agréments, en fait, ancrent vraiment la durabilité et les valeurs dans un cadre juridique. Et ensuite, c'est un modèle en fait qui est soutenu par la région wallonne et qui est financé par Walter. Donc le modèle en fait aujourd'hui coopératif est considéré comme une réponse aux enjeux de transition et c'est dans ce cadre qu'on souhaite le soutenir. Alors qui sommes-nous? Hugues Dorzé a rappelé nos principaux chiffres tout à l'heure, je ne vais donc pas m'étendre sur le sujet. Donc nous avons une activité en fait de financement donc en région wallonne, 140 entreprises en portefeuille, une implication de plus de 15 000 citoyens, sans compter évidemment la banque Newbie que nous avons également financée pour compte de la région wallonne qui elle regroupe 115 000 coopérateurs si je ne me trompe pas. Donc ces entreprises occupent plus ou moins 7000 personnes aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Walter? En fait, c'est quoi notre ADN? Chez Walter, on fait principalement du financement. Alors ici, le financement, c'est pas sorcier quand on s'est intéressé un petit peu au financement. Comment est-ce qu'on finance les entreprises? On peut les financer par des apports en fonds propres, une participation au capital, et on peut les financer évidemment par des prêts. Ceci n'est pas bien révolutionnaire. Ce à quoi on s'attache chez Walter, c'est vraiment d'offrir une solution qui est 100% sur mesure, donc qui répond vraiment aux besoins des entreprises, mais qui répond aussi à ses finalités. Donc on l'a dit, les entreprises durables portent en fait des valeurs, poursuivent des objectifs qui ne sont pas toujours en phase en fait avec les objectifs des investisseurs, notamment en termes de temporalité et en termes de risque. Nous chez Walter, on essaye vraiment d'adapter nos financements à la fois aux besoins, mais aussi de les inscrire dans le cadre des valeurs portées par l'entreprise. On finance les entreprises à tous les stades de vie de l'entreprise, donc de la création à la croissance. Tout à l'heure, on a parlé du risque, en fait, du risque des entreprises durables, donc des modèles qui, parfois, à la création, ne sont pas toujours éprouvés, qui sont innovants, disruptifs. Walter est également là pour soutenir ces modèles à la création, même si on doit encore se chercher un peu au niveau du modèle économique, et on est également là pour soutenir des projets en croissance. Alors, voilà un tout
tout petit schéma qui reprend un peu voilà, tous les partenaires de financement que Sybille Mertens a cité tout à l'heure. Ce n'est pas un schéma unique, bien évidemment, puisque je viens de vous vendre le sur-mesure. Donc, on n'est pas ici dans un cadre tout à fait voilà, figé. Mais ce qu'on retrouve beaucoup dans les entreprises que nous finançons, voilà, ce sont ces grands cadres. On a le financement, évidemment, en fonds propres, une participation au capital. Alors, ce capital est souvent composé, bien entendu, des fondateurs. Deuxièmement, de ce qu'on appelle donc les parties prenantes, donc ça c'est vraiment l'ADN du modèle coopératif. On réunit autour du projet tous les partenaires qui y trouvent un intérêt. Donc ça peut être les fournisseurs, les travailleurs, les clients, voilà, toutes les parties prenantes qui touchent en fait au projet, que le projet touche. Et on y retrouve également aujourd'hui beaucoup de citoyens. Donc depuis je dirais, entre 5 et 10 ans, on a vraiment un appétit ou un attrait du citoyen qui a envie en fait de consommer autrement, de travailler autrement peut-être, mais aussi d'investir autrement. Donc ces citoyens ont envie d'avoir un impact direct sur notre économie et de s'y investir. On retrouve en fait ces citoyens également dans la partie plus basse du bilan, puisqu'il existe aujourd'hui, soit en direct, soit via des plateformes, des outils de financement qui leur permettent également de venir faire du prêt et d'ailleurs de bénéficier de certains avantages fiscaux le cas échéant. Et on retrouve également les banques. En parallèle, en fait, à tous ces modes de financement, on retrouve en fait en miroir Walter. Donc vous verrez que pour les fonds propres, évidemment, Walter n'a pas pour vocation de devenir l'actionnaire principal des entreprises. Donc nous sommes limités évidemment à 50% du capital. Et en dette, nous nous adaptons aux besoins et aux partenariats avec les autres sources de financement. Alors je le disais, Walter, c'est du financement, mais ce n'est pas que du financement. Nous, notre volonté, en fait, c'est un peu aussi propre aux entreprises que nous finançons, c'est de pouvoir également être là pour soutenir aussi, non pas uniquement leur financement, mais aussi leur finalité. Donc, on vient en fait comme un partenaire. Voilà, pour utiliser un mot un peu moderne, smart money, donc qui vient avec le money, mais qui vient aussi avec son volet smart. Alors ce volet smart, il se traduit par les deux mots, donc expertise et évidemment réseau. Donc nous agissons sur les trois volets, donc le volet financier, dans une vision long terme, avec des exigences de rendement, en tout cas pour l'investisseur, qui sont adaptés au projet en fait et qui n'avons pas d'exigences spécifiques de rendement. Nous, notre objectif, c'est que l'entreprise poursuive ses finalités et qu'on puisse, avec notre financement, soutenir en fait le développement de ces finalités. Nous mettons à disposition des entreprises dans notre portefeuille l'expertise de l'équipe. Donc Walter existe depuis 25 ans, donc le modèle coopératif, voilà, il est éprouvé, mais il est aussi éprouvé chez Walter. Et nous avons, dans le cadre de notre activité, évidemment, un réseau de partenaires. Voilà, un des principes du modèle coopératif est la coopération entre coopératives. Nous essayons vraiment de le mettre en œuvre et de l'appliquer, et donc de mettre en réseau nos entreprises, de les faire travailler ensemble et de les faire participer à cet écosystème qui est plutôt structurant. Une petite vision très sommaire de cet écosystème, justement des entreprises que nous finançons. En termes de typologie de projet, je l'ai dit, j'ai parlé d'activités utiles tout à l'heure ou essentielles, mais en tout cas, c'est principalement, pas uniquement, mais principalement des activités qui touchent à l'alimentation, au logement et à l'énergie. Ce sont des activités qui parlent directement, en fait, et qui répondent directement aux besoins des parties prenantes. Donc ce n'est pas exclusif. Nous avons également des projets qui sont actifs dans l'informatique ou dans des secteurs plus différents, mais la majorité de notre portefeuille est composée de ces activités essentielles. Nous avons 85% de start-up, donc Walter n'a pas peur du risque. Il veut bien investir dans les sociétés dès leur démarrage, donc c'est-à-dire au moment où elles sont les plus risquées. Et nous soutenons également donc ces modèles innovants et ces modèles disruptifs qui caractérisent parfois ce qu'on appelle les entreprises durables. Nous agissons donc en cofinancement, on a parlé des citoyens, mais également avec d'autres partenaires.
qu'ils soient bancaires ou investisseurs. En sachant qu'évidemment, Sybille Mertens a parlé tout à l'heure je n'ai pas retenu le nom, du fait qu'effectivement, le côté excluant en fait de choisir un type de financeur pour d'autres, évidemment, nous portons un intérêt particulier à ce que les financeurs avec lesquels nous allons investir poursuivent les mêmes objectifs que nous et surtout poursuivent les mêmes objectifs que la société. Sinon, on se retrouve autour de la table évidemment avec des investisseurs qui ne travaillent pas de la même manière et qui ont des objectifs différents. Également, aussi en tant qu'outil public, on parle beaucoup d'analyse de l'impact aujourd'hui et ces projets durables génèrent de l'impact. Donc nous analysons les projets évidemment au regard de leur rentabilité économique et de leur viabilité, mais également de leur contribution et de leur impact. Donc, nous analysons les projets, notamment, voilà, une grille de lecture qui est commune aujourd'hui, qui sont les objectifs de développement durable. Et donc, notre rôle, nous, en tant qu'outil public, c'est bien entendu d'aider la région wallonne à rencontrer certains objectifs de développement durable dans son ensemble. Et je l'ai déjà dit, nous portons une attention particulière à cet écosystème et à cette dynamique entre projets. Quelques exemples. Voilà, j'ai repris les exemples en fait qui sont parlants. Enfin voilà, dans les trois secteurs que j'ai cités, l'alimentation, l'immobilier, donc le logement et l'énergie. Donc on peut avoir une double lecture en fait de ce slide, donc une lecture horizontale et plutôt sectorielle, et on sait que voilà, il y a certains projets qui collaborent beaucoup entre eux, qui partagent de l'expérience, qui partagent des outils, et donc on s'entraide beaucoup dans les secteurs puisque chacun poursuit en fait des finalités non pas en concurrence mais plutôt en coopération. Mais la transmission d'informations et la collaboration se fait également de manière verticale, puisque ici on a un exemple tout à fait concret. Donc il y a la brasserie de la Lesse qui a construit un nouveau bâtiment. Ben, pour construire ce bâtiment, elle a fait appel à PyTech, qui est également une coopérative de notre portefeuille, et toute l'installation énergétique et de chauffage a été installée par Copeos, qui est également financée par Walter. Alors, on arrive à cette question que Sybille Mertens a également abordée, c'est comment choisir son partenaire, en fait, quand on s'inscrit dans la durabilité. Et donc, voilà, moi, je pense que Walter est aujourd'hui un partenaire crédible pour financer ces entreprises durables, parce qu'en fait, notre ADN est le même que celui des entreprises durables. Donc, nous avons une vision long terme. Donc du capital, on parle beaucoup de capital patient dans le jargon, le jargon des investisseurs, mais voilà, nous on pense qu'on a un capital en fait durable, mais aussi un capital qui est désintéressé. Donc quand on investit en capital, nous investissons pour permettre au projet de poursuivre ses finalités et non pas pour avoir un objectif de rendement de notre investissement. On distingue évidemment la notion en fait de profit. Donc les entreprises coopératives, en tout cas les entreprises durables, visent en fait un profit pour la collectivité. On a parlé de climat, de justice sociale, etc. Et on distingue en fait cet objectif de profit de la collectivité pour le profit, avec le profit individuel, et donc qui n'est pas l'objectif poursuivi ni par les entreprises ni par Walter. On vise évidemment plutôt la pérennité du projet et on ne vise pas, nous, en tant qu'investisseurs, à un exit à un terme bien défini, ni avec une rentabilité bien définie. On agit évidemment en toute transparence en fait avec les entreprises que nous finançons, et je dois dire qu'en tant qu'investisseur, c'est particulièrement facile en fait d'investir dans une coopérative puisque c'est extrêmement transparent et que tout est déjà prévu dans les statuts. Donc on peut se passer en fait de ce volet de pacte d'actionnaires de 88 pages qui permet de gérer nos relations. Voilà, nous savons quand nous rentrons dans une coopérative en tant qu'actionnaire ce qui nous attend, on sait comment on peut sortir, quand et sans doute à quelle valeur. Donc cette relation se fait de manière extrêmement transparente. Donc Walter, c'est évidemment donc un coopérateur finalement aux côtés des entreprises. C'est un coopérateur qui respecte les finalités des entreprises dans les décisions stratégiques. Et on peut parler aussi dans le financement de cette notion de mission drift, qui est en fait
Donc Walter, c'est un coopérateur qui, quand il viendra autour de la table, ne va pas s'immiscer dans la stratégie de l'entreprise, et il va soutenir cette stratégie en fait, et donc il n'y aura pas de déviance en fait d'émission initiale, l'argent étant évidemment un moyen d'arriver à ces finalités et non pas une fin en soi. Et donc je vais clôturer avec ce slide voilà, qui montre qu'en fait évidemment nos objectifs, comme je l'ai déjà dit, s'inscrivent en fait ont le même ADN ou portent le même ADN que celui des objectifs durables. Alors on va parler d'investir dans des projets différents, c'est sûr, nous investissons dans des projets différents, mais nous investissons également différemment dans ces projets différents. Et donc notre objectif, c'est le soutien du territoire, des activités, de la durabilité, de la résilience du territoire. Et pour conclure, voilà, si nous portons vraiment une attention particulière aux finalités et aux impacts du projet, et c'est ça qui représente notre moteur tous les jours. Voilà, je vous remercie. Et voilà, merci Flora, merci Sybille. Vous avez exposé très intéressant. On va essayer de partir des questions, quelques questions qui sont arrivées. Donc n'hésitez pas à réagir, soit par la page Facebook, soit par le chat de la page YouTube, parce qu'il n'y en a pas énormément, donc j'en ai quelques-unes par ailleurs. Il y avait 2-3 questions un peu... Ça sera un peu l'auberge espagnole aussi, forcément. Ça va peut-être partir un peu dans tous les sens. Je pense que les questions sont à la fois très pratiques et un peu méta. Il y avait 2 questions qui disaient, voilà, peut-être l'adresser à Phil, si je souhaite créer une entreprise durable, vers qui me tourner? La fameuse porte de le guichet unique, quoi. Où est-ce qu'on peut aller? Donc d'abord, il faut que la personne, je pense, clarifie c'est quoi mon projet d'entreprise durable. Ça, je crois que c'est un conseil à lui donner. On a vu qu'il y a plusieurs possibilités, donc déjà pouvoir se demander à la base vers où je veux aller. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas le guichet unique, donc il y a à prendre contact avec ceux qui semblent faire partie de cet écosystème. Bon, vous avez déjà Walter ici qui est présent, si vous semblez avoir quand même une possibilité d'adhésion avec un modèle plutôt coopératif. Si ce n'est pas le modèle coopératif, il faut commencer à regarder un peu sur Internet, c'est qui mes interlocuteurs possibles. Il y a des réseaux, par exemple, d'entrepreneurs durables qui existent, on peut essayer de rentrer dans ces réseaux-là, ne fût-ce que pour regarder comment les autres se sont financés. Je dirais que ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Après, c'est sûr que ça dépend très fort de votre ADN, et en fonction, vous allez chez Walter, vous allez regarder les plateformes de crowdfunding, c'est le meilleur conseil à faire. Il n'y a pas aujourd'hui le guichet de l'entreprise durable. Mais précisément, est-ce que c'est pas un outil qui manque? On l'avait montré qu'il y a une grande diversité, donc de la SBL jusqu'à... Oui. Il y a des questions là-dessus aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas un lieu qui permette de guider un peu les futurs entrepreneurs durables dans cette forêt à 1000 entrées? Oui, moi, je pense qu'il y a déjà une progression quand même. Les dernières années, on sent, enfin tout à l'heure dans l'exposé de Mme Kokowski, on voyait qu'il y avait l'idée d'un écosystème plutôt structuré. Je pense que maintenant les acteurs principaux du financement, de l'accompagnement commencent à bien se parler. En tout cas, dans le secteur coopératif et de l'économie sociale, ça prend bien forme. Je pense qu'il y a des agences conseils pour le conseil, il y a Walter en solution de financement. Donc là, c'est assez structuré. Pour le reste des entreprises durables, c'est moins clair, parce que évidemment, comme on est sur un continuum, qui est l'interlocuteur, ça l'est moins. Mais donc là, on peut lancer peut-être un appel aux outils de la région wallonne sur l'animation économique pour dire il est sans doute important de penser à cette porte d'entrée. Tout à fait. Flora, peut-être une réaction là-dessus? Je dirais qu'on y travaille à cette visibilité. Donc effectivement, comme le disait Sybille Mertens, voilà, notre écosystème, voilà, l'économie sociale et coopérative se structure. Le reproche qu'on pourrait lui faire, c'est peut-être de manquer de visibilité. Voilà, on ne nous trouve sans doute pas suffisamment facilement, puisqu'on pose la question. Ensuite, dans l'écosystème global, voilà, le paysage de l'animation économique, je pense que la durabilité est une question qui intéresse beaucoup d'acteurs, et on s'en empare en fait. Donc moi je vois passer très régulièrement des infos sur des programmes de durabilité. On a Climact en fait, voilà, qui n'est pas né de chez nous, qui est né d'ailleurs, et c'est très très bien. Et donc voilà, la durabilité,
je pense qu'elle va s'inscrire, elle doit s'inscrire, elle va s'inscrire dans la réflexion sur voilà, quelle société voulons-nous, quelles entreprises voulons-nous, quel modèle économique voulons-nous soutenir. Et il me semble que dans ce continuum d'entreprises, il y a de la place en fait pour tout le monde. Et je pense que tout le monde deviendra un peu plus durable demain, je l'espère. Alors, il y a une petite question aussi, un peu plus pratique aussi. Est-ce que ce financement durable peut aussi être tourné vers les ASBL? Ah oui, oui, ok. Ben donc, les ASBL, il n'y a pas de prise de participation, il n'y a pas à vraiment parler du capital, mais on peut avoir du financement qui va vers les ASBL sous forme de prêt ou alors sous forme de dons. Moi, je n'ai pas abordé la question des dons aujourd'hui, mais on peut très bien imaginer ça. Je vais prendre un exemple très concret. Vous connaissez tous les Green New ici à Liège, qui, au moment de rénover le cinéma qu'ils avaient acquis à Namur, on fait appel à l'épargne des citoyens en émettant des obligations. Donc on a le public habitué de ce cinéma qui a suivi son entreprise en soutenant la rénovation du cinéma en prenant des obligations je crois que c'est à hauteur de 100 euros. Ça veut dire qu'on peut avoir du financement sous forme de prêt ou sous forme de don, bien entendu. Et c'est vrai que les projets ne doivent pas tous passer par une forme de société commerciale. On a des très chouettes projets durables qui sont plutôt autour du changement de comportement, de l'éducation, de l'action sociale et qui peuvent avoir une forme associative, tout à fait. Vous avez des ASBL, non, dans votre portefeuille, vous en avez encore On a assez peu d'ASBL, oui. en fait. Okay. Donc, voilà, ou des ASBL, en fait, qui ont des objectifs d'inclusion essentiellement et que nous finançons sous forme de prêt. Mais oui. Ce n'est pas le... Plutôt insertion voilà. socio-professionnelle. Okay. Dans le volet pratique aussi, il y a une question sur les chèques d'économie circulaire de la SOALPIN. Voilà, quelque chose de pointu, que je ne connais pas d'ailleurs. De quoi parle-t-on? Ça a l'air... Je peux en dire un mot, je ne connais pas les chèques économie circulaire particulièrement, mais donc dans ce paysage de l'accompagnement, on a un peu, voilà, il y a une action pour rationaliser l'aide aux entreprises et l'accompagnement aux entreprises. Et donc émis plusieurs chèques voilà, de soutien à la consultance apportée dans certains domaines, donc à la création, à la croissance, à l'innovation, je pense. Enfin, je ne les connais pas par cœur. Et ce chèque s'inscrit en fait dans ce programme d'accompagnement des entreprises en région wallonne et elle est là pour en fait appuyer cette démarche en fait d'économie circulaire qu'une entreprise souhaiterait insuffler dans son fonctionnement. Donc voilà, je n'ai pas plus d'informations sur ces chèques, je pense que, mais c'est effectivement c'est certainement un pas dans la durabilité. Voilà, et il y a le gouvernement a mis en place une réflexion voilà, très importante au niveau de l'économie circulaire, donc a développé en fait son programme qui s'appelle Circular Wallonia, dans lequel vont s'inscrire différentes mesures, différentes actions au cours de la législature. Ici, voilà, je pense que ce chèque peut certainement être utilisé par une entreprise qui souhaite mener voilà, une réflexion sur la circularité de son activité. C'est sans doute un bon moyen de démarrer par là et d'être soutenu par la région. On va peut-être mettre sur le site le lien vers cette information-là, mais peut-être pour rester juste sur la question de la définition, on voit aussi l'émergence de plein de termes nouveaux. Alors économie circulaire, économie bleue, économie verte, économie durable, il y en a encore beaucoup, et parfois est-ce que là aussi, alors elles ont chacune sans doute une définition spécifique, mais est-ce que ça peut éventuellement nuire au secteur, cette dispersion de la définition ou pas? Le fait qu'il y ait plusieurs concepts, ça veut vraiment dire que l'innovation vient de plein d'endroits et qu'il n'y a pas un seul modèle qui vaut. Maintenant, je pense que c'est bien de pouvoir jongler avec cette multitude de termes et avec quand même une ligne directrice qu'on peut se donner. Moi, à titre personnel, ce que j'aime bien, c'est le donut de Kate Raworth, qui est une économiste anglaise, qui dit notre économie, elle doit se développer en respectant un plancher social et un plafond environnemental et on ne va pas sortir de ça. Et à l'intérieur de ça, on a différents moyens, différentes manières d'arriver à la durabilité. On va peut-être mettre plus l'accent sur circularité des flux, donc moins de pression sur l'environnement. On va peut-être mettre l'accent sur, on va être plutôt inclusif. Donc ça, il faut laisser, je pense, la diversité, mais il faut que les gens puissent comprendre qu'ils ne sont pas la seule solution avec l'économie circulaire ou avec l'économie inclusive. Tout ça participe d'un même mouvement qui serait de dire on doit continuer à penser nos modèles en ayant en tête les contraintes qu'on se donne ou que la planète nous donne, parce que c'est ça l'ambition qu'on veut avoir. On ne veut plus avoir une activité économique qui va détruire ou qui va exclure les gens. Et je crois que ça, c'est le fil rouge qui doit probablement essayer de relier l'ensemble des initiatives.
Et moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait différents mots, mais il ne faut pas que les gens pensent que le dernier mot représente tout, quoi. Je pense qu'il y a de la place pour la diversité. Et j'imagine aussi le concept oui. pour être vraiment dans quelque chose de construit. Oui, tout à fait. Une réaction là-dessus, Flora? Non, moi, pas je spécialement. suis entièrement d'accord avec Sybille. Voilà, maintenant, c'est sûr que nous, notre activité, évidemment, elle est centrée sur un de ces modèles. Et voilà, et moi, je suis intimement convaincue que ce modèle, en fait, répond parfaitement aux enjeux de la durabilité, aux enjeux de la transition, et qu'il est sans doute peu connu, mal connu. Il a un enjeu de visibilité, en fait, à porter lui-même. Et c'est vrai que quand nous, on est très souvent sollicités, effectivement, en disant oui, mais vous ne faites que ça, c'est un peu une vision étriquée, mais moi, je suis une entreprise bleue, verte, jaune, opale, hein, j'ai entendu récemment. Je dis oui, c'est bien, c'est chouette que tout le monde aille dans le bon sens, mais je voudrais juste attirer l'attention sur ce modèle qui existe et qui est éprouvé, en fait, et qui répond parfaitement, en fait, de par ses critères et son mode de fonctionnement à ces enjeux. Donc, pourquoi ne pas y penser. Voilà. Pourquoi se compliquer la tâche parfois quand c'est si simple? Mais en vous entendant, je vois aussi une question qui arrive hein, et qui dit Walter, ça semble être le partenaire idéal, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas des choses auxquelles il faut être très attentif quand on va chercher du financement chez Walter, ou est-ce que vous ne devez pas attirer un peu l'attention des gens? C'est-à-dire, est-ce que tout type de projet peut venir chez vous, ou est-ce qu'il y a des éléments où chez nous ça se passe comme ça, il faut qu'on attire l'attention? Enfin, je veux dire, autrement dit, est-ce que moi je dois faire votre représentant commercial en disant tous chez Walter, ou précisément il y a l'une ou l'autre règles qui font que tout le monde ne sera pas financé chez vous? Je vais manquer de modestie sans doute, mais j'ai peur de manquer de modestie. Non, évidemment, Walter n'a pas l'ambition de financer tous les projets durables de Wallonie, quoique. Si ces projets entreprennent sur base de ce modèle économique et des critères dont on a parlé, qui sont inscrits dans l'économie sociale et coopérative, je dirais que tout projet est finançable et examinable par Walter, avec évidemment deux balises. Le premier, c'est évidemment sa viabilité et le modèle économique. En fait, alors on l'a dit, on peut prendre un risque, plus de risques sans doute que d'autres investisseurs. Néanmoins, voilà, la viabilité est un élément fondamental dans l'analyse du dossier. Ces projets doivent être viables et rentables. La différence, c'est qu'on ne cherche pas, nous, de la rentabilité en finançant ces projets, mais l'entreprise doit être évidemment rentable. Le deuxième, c'est évidemment le cadre. Nous sommes un outil dédicacé à un modèle bien précis. Et donc, on veille au respect de ce modèle qui est, je le redis, simple finalement quand on le comprend. Voilà, alors la limite, c'est évidemment quand on ne s'inscrit pas tout à fait dans le modèle. Donc là, ça devient vraiment difficile et sans être excluant certainement, c'est pas notre volonté. Notre volonté n'est pas de s'opposer, c'est de trouver plutôt des partenariats, mais c'est sûr que voilà, on l'a éprouvé plusieurs fois quand on s'assied à la table avec d'autres investisseurs. C'est la difficulté reste présente parce qu'on voit bien que les finalités poursuivies ne sont pas les mêmes de part et d'autre. Peut-être une question qui rejoindra celle qui nous a été posée aussi sur la part finalement de ce secteur de l'économie durable, sociale, résiliente, etc. Dans l'économie belge, pour qu'on se rende un peu compte de ce que ça a comme impact précisément, et puis à partir de quel moment éventuellement on peut espérer un basculement en place du point de vue des organisateurs de Climact et de tous ceux qui sont favorables à une transition écologique et solidaire aujourd'hui, voilà, dans ce stade. Il y a une autre question après qui vous est posée aussi, Sybille Mertens, sur finalement on sait que dans notre Belgique institutionnelle, les trois régions sont quand même des acteurs importants du financement public. Est-ce que vous y voyez entre les trois régions des différences? Sont certaines plus proactives que d'autres? Ok, alors la première question, elle n'est pas si facile parce que comment repérer les entreprises durables? Moi, je peux vous dire en tout cas que sur les entreprises qui vont
utiliser une forme juridique qui va protéger la durabilité, donc les coopératives et les ASBL, mais on tourne autour de à peu près 10% de l'emploi hein, se retrouve dans ce type d'entreprise. On voit aussi que c'est des secteurs qui sont forts en croissance. Donc je pense qu'il y a des signaux que nous on arrive à suivre, qui est de dire ce modèle-là est en train de prendre sa place. On n'est pas encore dans un basculement hein, quand je dis 10%, mais on sent que c'est fort présent, et les signaux que nous avons aussi, c'est l'intérêt de la jeunesse sur ces modèles d'entreprise. On le voit à l'université aujourd'hui, dans toutes les facultés, on voit que ce type d'entreprise récolte un peu les suffrages une fois que les gens ont compris les modèles. Donc c'est très important de pouvoir montrer ces modèles. De manière plus large, l'importance de la durabilité, moi je vois des signaux dans tous les secteurs d'activité, on voit que tout le monde s'y met, et moi de nouveau si je reparle de l'université, à HEC, tous mes collègues commencent à mettre de la durabilité dans leurs cours. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, mais on ne peut pas le chiffrer. On peut juste aller chercher des signaux, dire qui aujourd'hui sont les citoyens qui soutiennent les projets durables, quels sont les montants qui sont investis dans des fonds durables, donc ces éléments-là, mais on reste autour de 10% pour l'instant, donc il faut avoir ce chiffre-là en tête. Alors la question sur la présence des régions, hein, ou comment en tout cas ça se passe dans les différentes régions. Donc moi je ne peux pas vous faire le tremplin, le podium plutôt de la région, je peux juste dire que je vois des différences. Donc il me semble qu'en Wallonie, ce qui est intéressant, c'est de penser qu'il y a une action de la région wallonne pour construire un écosystème. Et ça me paraît vraiment central de pouvoir aligner des actions de communication, des actions de financement, des actions d'accompagnement, des actions d'éducation dans les hautes écoles et les universités. Donc, la Wallonie, elle a pris plutôt ce pari-là, c'est on fait monter l'écosystème, parce que tant que l'écosystème a des endroits où il y a des creux, l'ensemble ne monte pas. Je pense qu'en Flandre, ils ont une avance sur nous sur la circularité. Donc là, je pense qu'ils sont moins loin sur les modèles coopératifs sociaux, moins loin aussi sur les questions de justice sociale dont on parlait tout à l'heure. Je pense que la Flandre est vraiment moins loin, et pour eux, la durabilité, c'est essentiellement la circularité, et ils ont des gros projets ambitieux là-dessus, et ils sont en avance. Et alors, du côté de Bruxelles, on a envie de dire que c'est un mélange des deux. Moi, je pense que quand même, la région bruxelloise, elle a été assez claire ces derniers temps sur des projets de soutien à l'économie sociale et à l'économie circulaire. Donc, ils ont des plans ambitieux à long terme. Ils ont aussi des opérateurs clés qui sont présents en région bruxelloise. Donc, chacun a quelque chose d'intéressant, mais sur notre territoire, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est la montée en puissance d'un écosystème. Je vais rebondir sur les questions qui sont là. J'avais peut-être une question pour vous, Flora. Donc, on vient de traverser une année évidemment particulière sur le plan sanitaire, économique. On a senti dans les premières semaines de cette épidémie une espèce d'appel d'air. Il y a eu beaucoup de plaidoyer pour le monde d'après. Il y a eu toute une réflexion sur le changement économique aussi, peut-être éventuel, que cette crise sanitaire nous impose. Après un an d'expérience, comment vous voyez finalement, alors à travers, voilà, par exemple, les coopératives, mais de façon plus générale, les entreprises durables, est-ce qu'elles amortissent le choc particulièrement bien, mieux? Est-ce que vous avez le sentiment que, quelque part, sur cette fameuse résilience, peut-être, est-ce qu'on peut déjà tirer des leçons, quoi? Oui, on s'est beaucoup intéressé à cette résilience pendant la crise, et notamment voilà, la résilience du modèle coopératif était une question qu'on avait déjà voilà, abordée, notamment aussi avec l'Université de Liège. Donc nous, pendant la crise, on a mené un petit sondage voilà, qui reste évidemment sur un échantillon très petit. Et aujourd'hui, un an après le début de la crise, on peut dire qu'on ne s'est pas tellement trompé. Donc on a interrogé nos entreprises sur sur comment elles envisageaient cette crise. Est-ce qu'elles avaient peur? Est-ce qu'elles pensaient connaître des difficultés majeures? Comment allait leur solvabilité? Comment allait leur trésorerie? Et de manière voilà, très enthousiasmante, je vais dire, je ne sais pas si c'est étonnante, mais en tout cas enthousiasmante, 9 entreprises sur 10 qui ont répondu à ce sondage étaient positives sur l'avenir. Donc si on compare en fait ce chiffre avec un sondage qui avait été mené par l'UCM, je pense, ou l'Union Wallonne à l'époque, on était plutôt à 6 sur 10 dans l'économie plus traditionnelle. Et pareil, je pense sur la trésorerie, en fait, je crois qu'on avait un chiffre de 7 sur 10 qui ne rencontraient pas de problème de trésorerie, contre 4 sur 10 qui n'en rencontraient pas de l'autre côté. Alors, on n'est évidemment pas sur des échelles comparables, mais voilà,
en fait, la coopérative est vraiment par essence résiliente, en fait, puisque elle poursuit, en fait, enfin, ses finalités et son mode de fonctionnement la rend résiliente. Elle est résiliente parce qu'en fait, elle réunit autour d'elle toutes ses parties prenantes. Donc, quoi de mieux en période de crise que d'avoir, en fait, ces ressources peuvent être financières, mais aussi voilà, de l'intelligence collective. On l'a vu dans notre portefeuille, au cœur de la crise, en fait, les coopératives ont fait appel à tous ces gens qui l'entouraient et on a été ensemble, enfin voilà, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, rappelons-le. Voilà, on a mis ces gens autour de la table qui ont réfléchi, qui ont trouvé des solutions, qui ont fait preuve d'agilité. C'est vraiment dans l'essence de la coopérative. Un autre élément propre aussi à la coopérative, c'est ce qu'on fait de l'argent qu'on gagne. Donc on ne le distribue pas prioritairement ses actionnaires, on peut en distribuer un peu, c'est pas interdit de rémunérer le capital, mais on le maintient dans l'entreprise et donc forcément ça rend en fait ces entreprises plus fortes et plus solides et donc elles ont un peu de réserve pour traverser les crises. On a aussi, voilà, je l'ai dit, ce sont des entreprises qui ont un ancrage local très fort. Voilà, on l'a vu aussi, enfin, on est moins là-dedans aujourd'hui, mais avec la rupture des chaînes d'approvisionnement, que ce soit dans l'alimentation ou dans les biens de première nécessité, voilà, les coopératives ont répondu présentes, notamment dans l'alimentation. Et donc, voilà, tous ces facteurs qui sont vraiment inhérents au modèle coopératif le rendent par essence plus résilient. Merci. Mertens, oui. Peut-être pour réagir là-dessus, est-ce que le sentiment qu'il y a des indicateurs à travers cette crise qui montrent que ça peut être éventuellement une aubaine, entre guillemets, pour le secteur? Est-ce que le comportement finalement des citoyens investisseurs va peut-être changer ou est en train de changer? On sent évidemment un grand élan et puis cette crise vient un peu évidemment casser tout le secteur, entre guillemets, et pose des tas de questions sur comment rebondir. Enfin, oui. Comment vous analysez, vous, cette année en tout cas, il y a des leçons qui commencent à être tirées. La première leçon qui a sauté aux yeux, c'est cette idée d'ancrage local et d'assurer la sécurité de nos territoires, la sécurité d'approvisionnement sur des biens essentiels. Le deuxième élément que moi je retiens, c'est que pendant toute une période, l'épargne des ménages a augmenté de manière significative. Alors on peut évidemment se poser la question de savoir à quoi utilisions-nous notre argent avant, mais aujourd'hui il y a de l'argent sur les comptes épargne. Moi j'ai énormément d'espoir que parce qu'on a temporisé sur l'activité économique, les gens commencent à se poser des questions et à retrouver une capacité d'agir en utilisant leur épargne et en reposant des choix de consommation, d'investissement. Ça c'est mon espoir. Je ne suis pas encore certaine qu'on va observer ça. Donc le risque évidemment c'est de repartir comme en 40 et d'avoir de la surconsommation non réfléchie. Donc je ne peux pas encore dire aujourd'hui que les indicateurs sont là. Je dis juste il y a des opportunités créées par cette crise qui sont des opportunités d'un temps d'arrêt et de réflexion sur quelle économie voulons-nous et comment utiliser les moyens qui sont à notre disposition pour pousser dans ce sens-là. Vous aviez dit effectivement l'épargne des Belges. Oui. C'est énorme. Mais donc moi, les derniers chiffres, c'est au-delà de 25 milliards. Hein, 25 donc 25 milliards d'euros, il y a quand même moyen de faire quelque chose avec ça. Alors je pense que les gens forcément ont une épargne de précaution et celle-là, il ne faut pas y toucher parce qu'on parle ici de pouvoir mettre son, projet son argent dans des projets durables. Ça reste du risque. Hein, donc c'est sûr qu'il faut garder une grosse partie de son épargne pour l'avenir. Et en attendant, ce dont on n'a pas réellement besoin, mais je pense que les plateformes, par exemple, de crowdfunding disent réveillez votre épargne. Mais moi j'ai envie de dire réveillez votre épargne et votre cerveau citoyen en même temps et mettez donc votre épargne dans des projets qui vont vous servir à long terme, vous, vos enfants, vos petits-enfants, l'environnement dans lequel vous êtes. Il y a moyen de pouvoir rebondir là-dessus et il y a des moyens. Et moi, en préparant cet exposé, je me suis dit, en réalité, l'argent pour soutenir les projets n'est pas un souci. Il y a aujourd'hui des financeurs pour des tas de projets et même parfois, ce dont on manque, c'est des projets. Même ces financeurs, quand vous êtes en contact avec eux, ils vont vous dire bah oui, mais nous, on est prêts à les financer. Donc, ça veut dire ce qui manque, c'est des projets. Et dans ce sens-là, je pense que l'initiative Climact s'inscrit complètement dans l'idée de rassurer sur le fait qu'il y a des moyens, qu'aujourd'hui, il y a des écosystèmes qui peuvent soutenir. Mais ce qu'il faut, c'est des porteurs de projets. Alors, Flora, une des dernières success stories, on en a parlé tout à l'heure, c'est Newbie, quand même, plus de 120 000, 115 000 coopérateurs. En quelques semaines, ils ont réussi à lever. Comment vous analysez cette... Alors là, on est très concrètement dans un produit nouveau, entre guillemets. C'est la première banque citoyenne qui sera créée en Belgique. Est-ce que
Ça risque de changer la donne aussi dans le secteur bancaire. Comment voyez-vous cette coopérative qui émerge comme ça avec un élan citoyen très fort, quoi. Donc, Ouais, moi, je la vois effectivement comme un signal extrêmement positif pour l'avenir, et un signal qui démontre vraiment le besoin de changement de la population, en tout cas d'une partie de la population, principalement les jeunes. Donc une envie que, que le monde économique change en fait, et que notre vie en fait tout simplement change. J'ai beaucoup d'espoir sur cette banque. Je pense qu'elle a mis beaucoup de temps à se construire. Je pense qu'on aura mis beaucoup d'obstacles également. Enfin, il suffisait de voir ce qui se passait sur les chats des réseaux sociaux pendant la levée de fonds, c'était assez édifiant. Voilà, le vieux monde n'est pas mort, hein, donc ça il faut le savoir, mais le nouveau monde est prêt quand même. Voilà, et je pense qu'au niveau du financement, puisque c'est quand même ce qui nous occupe aujourd'hui, moi je serais vraiment ravie en fait de pouvoir collaborer avec cette nouvelle banque, et je pense que c'est un signal très positif en fait à donner aux citoyens qui ont investi dans cette banque, de dire ben voilà, nous notre politique c'est de soutenir l'économie réelle, l'économie voilà, qui a des impacts positifs sur la société, puisque c'est ça que vous nous avez demandé de faire. Donc voilà, quand Newbie, je ne dis pas si, mais je dis quand Newbie voilà, développera son offre de financement, on sera vraiment ravis de cofinancer, en tout cas avec eux, les projets, les bons projets. Et là, je rejoins Sybille, en fait, il ne manque pas d'argent, en fait, ça c'est sûr, dans l'écosystème, que ce soit voilà, dans l'économie sociale, public ou privé, fonds d'investissement, on en a tous les jours un nouveau fonds qui se crée, le citoyen aussi. Mais par contre, voilà, les projets pourraient en fait être plus présents. Nubi rappelle aussi qu'ils ont fait un gros travail sur la question éthique, pousser très loin le raisonnement sur qu'est-ce qu'on financera comme projet demain, l'organisation même de la banque du futur, enfin, etc. Cette question de l'éthique dans les entreprises est évidemment capitale dans le domaine des entreprises durables. Ça va de Newbie jusqu'à le greenwashing complet. Enfin, et comment vous voyez un peu cette... Oui, donc moi je pense que c'est important de pouvoir rester critique par rapport à ce que l'on va observer. Donc moi je dis toujours aussi, il n'y a pas de miracle dans l'activité économique, hein. On crée de la valeur et après on se la répartit. Et il faut voir vers qui on la répartit et avoir cette analyse sans tabou, de pouvoir dire, ben oui, il y a des prises de risque par des investisseurs, on doit pouvoir rémunérer cette prise de risque, mais il faut rester raisonnable et ça ne doit pas se faire au détriment des autres. Donc garder une vision critique sur la redistribution de la valeur, la manière dont on a créé la valeur, très certainement. Maintenant, ce que je voudrais quand même dire, c'est que ces réflexions éthiques, elles sont sûrement portées par des acteurs qui sont très engagés, type Newbie, type Walter, etc. Elles ont quand même un impact sur les autres, hein. Donc je pense que tout ne se joue pas seulement avec des opérateurs alternatifs très radicaux, on peut le dire. Ils envoient eux-mêmes un message et ils mettent au défi des acteurs plus traditionnels. Et quand on reprend l'exemple de Newbie, je pense que Newbie joue aussi un rôle d'aiguillon pour le secteur bancaire, et donc interpelle aussi le secteur bancaire et oblige le secteur bancaire à se poser des questions sur sa propre éthique. Donc je pense que ça, c'est aussi une progression globale. Les gens partent tous d'où ils sont, et il y a des opérateurs qui sont un peu devant et qui montrent que les choses sont possibles et qu'on doit se poser des vraies questions. Vous êtes en permanence en contact avec des chefs d'entreprise, vous les voyez évoluer. Est-ce que sur cette question de l'articulation entre la rentabilité à tout prix, l'extraction des ressources, le bien-être des travailleurs, cette conjugaison finalement qui fait une entreprise durable, vous voyez les lignes bouger dans des grosses entreprises aussi Oui, donc moi je pense qu'au niveau des dirigeants d'entreprise, je pense que la plupart sont aujourd'hui convaincus. Ce qui est plus difficile pour un dirigeant d'entreprise, c'est de convaincre ses financeurs, hein. Donc l'exemple qui est venu récemment sur la table, c'est ce fameux exemple de Danone, où le PDG se fait virer en une quinzaine de jours parce que des fonds d'investissement sont apparus au capital et ont des attentes importantes en termes de rendement, ce qui n'est pas sa ligne, puisque lui cherche à développer une entreprise multinationale qui irait plus vers plus de durabilité. Donc je crois qu'il faut bien faire la différence. Il y a les gens qui gèrent les entreprises au quotidien, hein, les dirigeants d'entreprise, même les fondateurs de nos PME. Je pense que ces gens-là, c'est des gens comme vous et moi, c'est des citoyens, ils se rendent bien compte dans quel monde on vit.
Mais alors, après, il y a la pression qui vient par le financement. Et donc, c'est pour ça que je trouve que cet exposé d'aujourd'hui, il est important dans la question de la durabilité, parce qu'il n'y aura pas de miracle si on n'a pas des financeurs qui suivent les projets. Donc, il faut pouvoir avoir un alignement aujourd'hui des intérêts. Si on a un chef d'entreprise qui est prêt à innover sur la durabilité, il faut que le financement suive et il faut que ce financement soit aligné. Sinon, on aura toujours un clash entre des attentes de rendement qui vont passer avant le reste. Et dans ce cas-là, on est sur du greenwashing et pas de durabilité. Donc oui, je crois que le monde économique évolue, mais sans doute le monde de la finance pas encore suffisamment. Mais il évolue quand même. Enfin, voilà. Non, mais juste pour préciser que, enfin voilà, je pense que même dans les fonds, là, on va sortir de notre cadre, de mon cadre d'activité précis, mais je pense que quand on regarde ce qui se passe aussi dans le milieu des fonds d'investissement, ils mènent depuis quelques années, voire de nombreuses années, des réflexions importantes sur la durabilité, en fait, et sur le respect de ces critères qu'on appelle ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, aujourd'hui, ils ont des grilles d'analyse, en fait, de ces facteurs. Alors, pourquoi ont-ils ces grilles d'analyse? Je pense qu'ils sont poussés dans le dos, certainement, par les tendances sociétales. En fait, les jeunes portent une attention particulière à l'entreprise dans laquelle ils vont travailler, l'entreprise dans laquelle ils vont investir, ce sur quoi ils vont consommer. Et donc, les fonds d'investissement, voilà, qui doivent choisir dans quelle entreprise investir, ils doivent, en fait, ils sont obligés aujourd'hui d'avoir cette lecture. Ça, c'est la première chose, ils sont poussés dans le dos par les tendances. Et le deuxième élément, c'est que ces entreprises qui ne porteront plus attention à la durabilité présenteront un risque important, en fait, un risque juridique, un risque de notoriété, etc. Une entreprise qui continue ses approvisionnements voilà, comme toujours, ou sans se poser la question de leur origine, la manière dont ils présente un risque pour l'investisseur. Et c'est ce risque aussi qu'on veut limiter dans l'investissement. Donc, finalement, on va tous dans le bon sens. Flora vient d'en parler, on l'avait montré d'ailleurs dans une enquête qu'on avait menée dans le magazine Imagine, sur cette génération de nouveaux entrepreneurs qui sont effectivement à la fois d'avoir envie de créer de l'activité au service de l'intérêt général, mais d'être aussi en phase avec leurs valeurs, de peser un peu sur les transformations. Vous êtes enseignant, vous voyez le monde c'est aussi là qu'on forme des futurs économistes qui vont avoir une réflexion quand même différente aussi sur le monde à venir. Vous sentez que ça bouge aussi à ce niveau-là? Oui. Donc, je dirais qu'il y a 10-15 ans, il y avait des gens comme ça dans les jeunes, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus affirmé. Donc, je rencontre des jeunes tous les jours qui sont soulagés de tomber sur des modèles d'entreprise qui collent avec leurs valeurs, qui sont soulagés de savoir qu'il y a des financeurs derrière. Et donc, c'est sûr qu'il y a une réflexion portée par la jeunesse, qui n'est pas seulement dans je résiste au modèle existant, mais je pense déjà au modèle suivant et je commence à le connaître. Et là où aujourd'hui, il y a 10 ans, les gens qui suivaient mes cours, c'était des gens qui étaient déçus du système. Aujourd'hui, ils savent exactement ce qu'ils y cherchent. Et donc, c'est nous qui devons accélérer sur notre capacité à bien comprendre ces modèles et à leur proposer ça, parce qu'on est peut-être un peu en retard par rapport à leurs aspirations. C'est plutôt réjouissant, vous le voyez aussi dans les projets que vous soutenez Oui, tout à fait. On sort de la vieille économie sociale et coopérative aujourd'hui pour justement, de plus en plus de jeunes entrepreneurs et qui cherchent en fait à mettre du sens dans la manière dont ils vont entreprendre. Alors la question du modèle, du cadre juridique, elle est toujours secondaire. C'est pas, quand on crée une entreprise, on ne se dit pas tiens, je ferais bien une coopérative. Non, c'est pas ça. On crée une entreprise qui a une activité et puis après, on va se poser la question, mais on a vraiment une quête de sens qui est vraiment présente et qu'il faut soutenir. Voilà. Je tourne vers Delphine, est-ce qu'il y a encore du temps ou est-ce qu'on doit... On va malheureusement bientôt clôturer parce qu'on approche 14h qui était l'heure qu'on s'était donnée, donc voilà, on va respecter ce timing. Mais en tout cas, merci beaucoup à Sybille Mertens et à Flora Kokowski d'avoir alimenté ce riche échange sur le financement des projets durables, puis finalement d'avoir parlé aussi du modèle d'économie et de société que nous souhaitons. Alors, financer la transition et concevoir un monde plus durable, c'est aussi tout à fait en droite ligne avec le projet éditorial de Imagine demain le monde. Et donc, je voulais remercier Hugues Dorzé qui a accepté d'être le modérateur de cet échange et qui est le rédacteur en chef du magazine que vous trouvez tous les 2 mois. Et j'en profite simplement pour glisser
ce dernier numéro du mois de mars consacré à la science à l'ère du soupçon en dossier principal. Je vous invite à vous abonner à ce magazine pour soutenir vous aussi ce projet de société plus durable et plus solidaire. Qu'est-ce que je peux encore annoncer? Que vous pouvez évidemment encore suivre la programmation d'Liège Créative sur le site de liègecreative.be où on glissera également les PowerPoint des deux intervenantes et on mettra même le bon de Sybille Mertens. Et évidemment, je clôture aussi en rappelant les informations principales concernant l'université d'été Climact, puisque c'était un peu le prétexte de ce rendez-vous aujourd'hui. Donc ce sera du 3 au 18 juillet. Vous trouvez toutes les informations sur le site www.climact.org. Et notez bien que les inscriptions doivent être faites avant le 15 avril. Donc voilà, ne prenez pas trop de temps pour réfléchir, intéressez-vous à la chose et donc visitez le site de Climact. Un tout grand merci aussi à Job at Skills pour la mise à disposition du lieu. Nous espérons que l'expérience de votre côté, de l'autre côté de l'écran, a été positive et aussi riche que de notre côté, dans ce studio. Merci à tous, merci aussi à Philippe Gilson d'être venu nous parler de Climact. Et à très bientôt. Bonne fin de journée.